Évidemment, on ne pouvait pas complètement terminer cette salve de remerciements et de partenaires qui nous soutiennent sans demander à la personne qui m'a donné envie de venir chez Ashoka. Vraiment. Dans une visio un peu pourrie quand même, il faut le rappeler. C'est monsieur Arnaud Moureau. Bah oui, ancien patron de la France qui a une trajectoire incroyable chez Ashoka et qui est à l'origine de la création de ce programme qui s'appelle Changemaker Companies et qui va nous expliquer comment nos partenaires corporate s'engagent aussi au-delà de s'engager financièrement avec Ashoka, mais qu'est-ce qu'Ashoka aussi peut apporter. Alors, et enchanté, pardon, je n'ai pas eu à mon oreillette que je n'ai pas. Évidemment, cher hôte de Boehringer Ingelheim, je vais vous laisser la parole à tous les deux pour expliquer le maillage et la transformation, parce que Boehringer Ingelheim est un partenaire de très longue date d'Ashoka, plus de 10 ans, si je ne m'abuse, même peut-être plus. Et ça va être intéressant de montrer à quel point l'innovation sociale permet de transformer viscéralement une organisation comme Boehringer Ingelheim. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir à tous et toutes. Grand plaisir d'être là, quel kiff. En fait, c'est le meilleur job d'écouter ces histoires incroyables. La magie est toujours là. Nicolas le disait tout à l'heure encore, ça fait 16 ans maintenant qu'on a la chance d'organiser ces soirées. Il y a eu une petite crise qui nous a empêchés de nous réunir une ou deux fois, mais globalement, à chaque fois, on ressent la même émotion. Et ce qui me frappe, c'est de voir à quel point tous ces entrepreneurs sont à la fois empathiques, à la fois engagés, résilients, courageux, collaboratifs et avec cette pensée systémique. Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans tous les entrepreneurs. Donc, bienvenue à vous quatre. Je suis ravi. Je sais que pour certains, le chemin a été parfois un peu plus long, mais on parlait de résilience tout à l'heure. C'est absolument génial et je suis persuadé que beaucoup de choses vont se passer à partir de maintenant, et préparez-vous à être absolument harcelés pendant à la fois le cocktail qui va suivre, mais très certainement dans les mois qui viennent. Et j'ai eu le privilège effectivement d'initier Ashoka en France il y a maintenant très longtemps. Ça ne nous rajeunit pas, et ça ne nous rajeunit pas de voir tous les cheveux qui sont perdus par certains de mes copains fellows. Et en fait, la question qui s'est toujours posée pour Ashoka, c'est la question en fait du changement d'échelle. Donc, en fait, dans notre stratégie depuis le début, la notion de qui sont les acteurs qui peuvent nous permettre d'accélérer, qui peuvent permettre de mettre à une autre échelle les innovations que vous portez, s'est posée. Elle s'est posée vraiment dès le démarrage d'Ashoka, et pendant très très longtemps, on a évidemment décidé de se focaliser sur l'émergence de ce secteur de l'entrepreneuriat social, parce qu'encore une fois, vous êtes porteur d'innovations extraordinaires qui sont révolutionnaires, pas uniquement au niveau du secteur, on va dire, non-for-profit, associatif ou tiers-secteur, mais qui sont révolutionnaires tout court pour la société. Et donc l'enjeu, c'était de se dire que finalement, avec qui est-ce qu'on devrait créer des alliances fortes pour amener finalement l'impact de vos projets à l'échelle d'après. Et évidemment, c'est imposé à nous le fait de travailler avec le monde du business, pas uniquement dans une logique un peu Robin des Bois qu'on adore parfois chez Ashoka, qui est on vous pique beaucoup d'argent, on vous envoie un rapport, mais vous vous occupez absolument pas de ce qu'on fait, mais plutôt de se dire comment est-ce qu'on peut travailler main dans la main avec des entreprises qui aujourd'hui ont absolument besoin de se transformer, qui font face, comme vous, comme nous tous, à des transformations profondes, majeures de la société, et qui ne peuvent pas y arriver toutes seules. Et bien longtemps, on a opposé le social et le business. On a fait en sorte que ces deux mondes, finalement, ne se parlent pas. On a créé, finalement, parfois des compétitions artificielles. Et nous, l'enjeu d'Ashoka, c'était de se dire, non, on veut réconcilier ces univers. On veut faire en sorte que le social puisse apporter au business et inversement, que le business puisse apporter au social. C'est tout l'enjeu de cette initiative Changemaker Companies qu'on a développée il y a maintenant quelques années, pas tout seul. On a parlé du collaboratif, je pense notamment à Yoram qui est dans la salle, à Angelos, qui sont des membres de l'Ashoka Support Network et qui ont été dès le début présents aux côtés de Changemaker Companies, avec qui on l'a vraiment co-créé, pour vraiment se dire comment est-ce qu'on peut aujourd'hui faire la démonstration que lorsque les entreprises s'emparent avec, j'ai envie de dire, bienveillance de ces projets d'innovation sociale, sont capables de s'engager en respectant les entrepreneurs sociaux, en leur faisant une vraie place, en co-créant d'égal à égal avec eux, comment est-ce qu'on peut démontrer que ces entreprises seront très certainement celles qui réussiront au XXIe siècle. Et c'est ça notre conviction. Notre conviction très profonde, c'est que le monde du business aujourd'hui, s'il veut survivre, n'aura de choix que de s'engager et d'intégrer dans son modèle économique
pas uniquement le fait de faire moins mal à l'homme et à la planète, mais de résoudre fondamentalement des enjeux de société. Et donc pour ça, vous l'avez vu, depuis un certain nombre d'années, on a vu émerger la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, on parle de CSR, on parle maintenant d'impact, c'est un peu des mots valises qu'on trouve un petit peu partout. On a fait une étude très récemment, parce qu'on était assez frappé de voir que finalement, entre les propos d'estrade de certains CEO et la réalité de leur action, il y avait un monde. Et ce n'était pas pour leur jeter la pierre, c'était vraiment pour comprendre finalement ce qui les retenait d'avoir plus d'impact dans leur quotidien. On a fait appel à un anthropo et un psycho pour faire des interviews qualitatives d'une 50aine de CEO en Europe. Et ce qui a été frappant, c'était de se rendre compte qu'en fait, ils se font face à une complexité monumentale. Bien souvent, ils ont pris conscience de l'enjeu. Ce sont des gens, la plupart du temps, extrêmement intelligents, qui ont fait de grandes études, qui savent extrêmement bien de quoi on parle, mais qui sont dans un champ de contraintes tel que bouger un bout du curseur d'un des paramètres va avoir un impact sur d'autres éléments et qu'à un moment donné, finalement, on se fige. Et la plupart du temps, on attend d'eux qu'ils résolvent des problèmes qu'ils auraient soi-disant créés. Nous, on est arrivé avec une autre approche, en disant, et si, finalement, l'enjeu, c'était de conjuguer à la fois une sorte de leadership un peu descendant et une vision, finalement, d'un CEO qui a envie de changer les choses, avec une approche plutôt bottom-up. François, c'est pour toi l'anglais, ça veut dire de bas en haut, qui consisterait à se dire que pour que ça fonctionne, on doit à la fois avoir une stratégie ambitieuse et extrêmement performante, mais on doit aussi avoir des femmes et des hommes qui sont prêts à changer de culture, de mindset, et prêts à réformer, transformer, révolutionner l'entreprise de l'intérieur. Et c'est là que la notion finalement de change-making, de change-maker, d'acteur du changement prend toute sa place. Et c'est pour ça, et particulièrement sur ce sujet-là, qu'Ashoka a décidé d'insister en travaillant aujourd'hui avec une quinzaine de grands groupes un peu partout dans le monde. On va parler de Boehringer dans un instant, en se disant, nous, ce qu'on peut faire, la petite contribution que peut apporter Ashoka au monde de l'entreprise, c'est d'aider à réveiller finalement cette culture d'acteurs de changement, c'est d'équiper les acteurs de changement qui sont déjà dans les entreprises, en fait, il ne faut pas se mentir, mais de leur donner la capacité d'agir, de se relever, de prendre des initiatives, de se planter aussi, parce que ce n'est pas évident. La bonne nouvelle, c'est que vous les avez vus, je pense qu'il n'y a plus besoin de faire cette démonstration, lorsque vous travaillez avec des entrepreneurs sociaux, c'est communicatif. Je suis persuadé que ce soir, chacun d'entre vous a envie d'aller aider les 4 projets qu'on a vus là, a envie d'aller aider tous les autres projets avec lesquels on travaille. En fait, c'est ça qu'on fait. On accompagne des entreprises en leur disant « on va vous aider à identifier sur une thématique sur laquelle vous voulez vraiment faire une vraie différence, les entrepreneurs sociaux qui sont pertinents pour votre business dans vos régions respectives, et puis on va exposer à ces entrepreneurs sociaux vos cadres, vos non-cadres et les autres, parce qu'en fait, on va faire en sorte que ces compétences d'acteurs de changement que ces entrepreneurs sociaux ont formidablement démontrées ce soir, elles puissent être progressivement transmises à des collaborateurs qui, vivant des expériences transformantes, vont à leur tour chercher à transformer leur boîte. Changebaker Company, c'est aussi simple que ça. C'était pas évident à pitcher, je vous avoue, quand on a démarré. Pour vous donner une toute petite anecdote, quand on a commencé avec Boehringer, parce que ce partenariat a été absolument déterminant pour Ashoka. C'est aujourd'hui le plus gros partenariat d'Ashoka dans le monde. Ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. Quand on a démarré, en fait, j'avais un board d'une entreprise pharmaceutique allemande devant moi, extrêmement sérieuse, qui avait plutôt une approche philanthropique en se disant « bon, c'est sympa, on va aider une ONG pour notre anniversaire ». Ils avaient fait un screening très sérieux, on s'était retrouvés face à eux. Et quand j'ai commencé à leur dire, mais en fait, non, le sujet, c'est pas la philanthropie. Le sujet, c'est comment est-ce que ces entrepreneurs sociaux peuvent vous aider à résoudre vos problèmes de business. Les gens ont commencé à sourire en se disant, qu'est-ce qu'il est déjanté, celui-là. Et puis, je leur ai parlé d'un sujet, mais je vais prendre celui-là parce qu'il est assez simple à comprendre. Et depuis, on a pu parler de plein d'autres. Je leur ai dit, un des sujets, notamment de la pharma, notamment dans les zones d'Afrique ou de régions qui sont mal desservies, c'est le last mile delivery, c'est la distribution du dernier kilomètre, c'est comment est-ce que je fais en sorte d'apporter mes médicaments, mes solutions de santé au dernier endroit. Ce qui était assez frappant, c'est que ils n'ont pas résolu le problème. C'est un problème majeur, toutes les boîtes de pharma ont le même. C'est d'ailleurs pour ça que finalement la plupart des pharma se concentrent sur le haut de la pyramide mondiale, 2 milliards d'individus qui peuvent se payer leurs produits, mais les 5 milliards qui sont exclus des systèmes de santé, en fait, ceux-là
passent complètement à côté parce qu'en fait, les modèles économiques des entreprises, des grandes entreprises aujourd'hui, ne sont pas adaptés à ces populations-là. Et il se trouve que je leur raconte l'histoire de Cola Life. Et Cola Life, c'est un entrepreneur social anglais qui s'appelle Simon Berry. Et Simon, un jour, se dit, c'est quand même fou, il y a du coca dans le dernier bled d'Afrique, d'Asie, etc. Vous avez tous vu ça. Il n'y a pas de médicaments. Et assez naïvement, il se dit, je vais aller voir Coca-Cola. Donc il va voir Coca, il va voir un embouteilleur local. Et puis, il commence à discuter. Et assez simplement, il se dit, mais en fait, là, dans vos caisses de Coca, où il y a 24 bouteilles, etc., qu'est-ce qu'on pourrait mettre là entre les cols de bouteilles? Il y a de l'espace. On ne pourrait pas imaginer de mettre un packaging, de le plugger dessus, puis de remplir ça de médicaments. Il fait ça, ça fonctionne, et finalement, à coût marginal, il arrivait à amener des médicaments au dernier kilomètre, là où on distribuait du coca, on distribue désormais des médicaments. Quand je vous dis ça, le patron de la supply chain, il me regarde, le regard un peu vide, en se disant « Putain, qu'est-ce qu'on a raté, en fait ?» Et c'est là que la vraie conversation, en fait, elle commence. Elle est de dire, en fait, vous n'avez rien raté du tout, vous n'êtes pas moins intelligent que la plupart des gens, bien au contraire. Simplement, ces entrepreneurs sociaux que vous avez vus là, ils pensent différemment. Ils cherchent les raccourcis pour aller vers la solution qui fonctionne. Ils cherchent véritablement à trouver ce qui va marcher demain. Et si ça ne marche pas, on change, on fait autre chose. Et on n'a pas de barrière mentale. Il n'y a aucune barrière mentale de ce que vous avez vu ce soir. Le sky is the limit, comme on pourrait dire. Et donc, l'enjeu, c'est justement de faire en sorte que vous, dans les entreprises, vous soyez capables de réfléchir comme tous les entrepreneurs sociaux que vous avez vus ce soir. Ça, c'est pour vous planter un petit peu le décor. Depuis, il y a eu beaucoup de travail. Claire est là. D'autres membres de l'équipe qui travaillent avec Boehringer au quotidien ont vu que c'était long et compliqué de transformer des organisations. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Donc, on est très, très heureux aujourd'hui que finalement la vision d'Ashoka, de chacun acteur du changement, puisse aller bien plus loin finalement que uniquement un petit écosystème, et que finalement les innovations que vous portez, mais j'ai envie de dire l'état d'esprit que vous incarnez et ce que vous êtes en train de démontrer, puissent, grâce à des partenariats gagnant-gagnant avec des entreprises, se propager et avoir beaucoup plus d'impact. C'est ça notre ambition au quotidien. Et je suis extrêmement heureux d'avoir à côté de moi Aude. On ne se connaissait pas, pour être tout à fait sincère. Aude, elle fait partie des 12 000 personnes qui, chez Boehringer, depuis maintenant 12 ans, ont participé à ce programme qui a maintenant servi un peu plus de 12 millions de personnes dans le monde. Et on ne se connaissait pas tout à l'heure, et je pense que ça a été assez rapide finalement de mettre bas les masques, parce qu'on avait envie que tu nous parles de ton expérience. On a un programme qui a un nom un peu barbare chez Ashoka qui s'appelle Executive in Residence, qui en gros consiste à envoyer sur le terrain, en immersion, des cadres. Et j'avais envie que tu nous parles de ça, parce que je crois que ce que tu as vécu t'a marqué, et puis je crois t'a transformé un peu plus profondément. Oui. Donc déjà bonsoir à toutes et tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. J'avais pas du tout imaginé cette intervention de cette manière, mais effectivement, je crois qu'Arnaud a vraiment bien planté le décor de comment une entreprise se positionne pour, on va dire, établir un partenariat avec une association comme Ashoka. Et je connais Ashoka de nom parce que je suis dans le groupe Boehringer Ingelheim maintenant depuis de nombreuses années. Ashoka, j'en ai entendu parler il y a une dizaine d'années à Ingelheim. J'ai entendu parler de collègues qui sont partis, je disais, à l'étranger, une semaine, 15 jours en Inde, etc., pour remettre en place une école. Mais pour moi, ça n'avait pas vraiment d'autres... Enfin, ça n'allait pas plus loin. Et je me dis, en tant qu'entreprise pharmaceutique, mondiale, internationale, c'est normal aussi d'avoir comme ça des actions de Making More Health. Et j'entendais quand même parler d'entrepreneuriat social au niveau de Boehringer Ingelheim France, mais là, ce qu'Arnaud vous a décrit, c'est un partenariat avec le board, c'est-à-dire avec vraiment la famille Boehringer. Donc, c'est un soutien extrêmement fort de nos dirigeants de ce laboratoire. Et donc, comment ça s'est passé pour moi à mon niveau ? Donc, quand on vous dit il faut sortir de sa zone de confort, bon, à mon âge, je suis sortie plus d'une fois de ma zone de confort, mais ma curiosité étant là, j'ai profité du temps qu'on avait pendant le confinement pour m'inscrire, parce que notre entreprise, le groupe Boehringer Ingelheim, offre la possibilité à l'ensemble de ses collaborateurs de suivre des conférences sur l'entrepreneuriat social organisées par Ashoka, ce que je ne savais pas.
Et je me suis inscrite à ça de septembre à, je ne sais plus, fin novembre. J'ai adoré. Mais je peux vous dire que ça m'a bousculée. Je voulais comprendre ce qu'il y avait derrière. On était mis en relation avec d'autres collègues de Boehringer dans divers pays. On avait des créneaux aussi de discussion. Alors, je ne sais pas derrière comment s'organisent toutes ces conférences, mais vraiment, alors tout en anglais, bien sûr. C'est peut-être pour certains un facteur limitant, mais on a aussi eu derrière, et je parle de l'entreprise qui s'investit là-dedans, on a un service, Johan Germain, qui a vraiment relayé ça en disant « inscrivez-vous ». Donc ça a commencé comme ça. Et à l'issue de cela, mon directeur médical, le docteur Bedin, m'a proposé, mais je ne le savais même pas, pour aller encore plus loin et rentrer dans un programme Executive in Residence. Et là, on arrive à février 2021 et je rentre en contact avec une personne d'Ashoka pour me mettre, travailler avec un fellow. Donc pour moi, ça voulait déjà, c'est quoi un fellow, etc. Voilà. Et je vous dis, bon. Et j'ai dit pourquoi pas, alors que j'ai une équipe de 8 personnes, que je fais de la pharmacovigilance tous les jours, de l'information médicale. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut, comme ça, se déconnecter ? Mais je peux vous dire que c'est comme ça aussi qu'en tant que manager, vous faites bouger vos équipes. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez, et je vais vous expliquer la suite, où je me suis retrouvée. Au départ, je devais aller à Nantes, dans une ferme, pour faire de la formation de jeunes agriculteurs. Bon, j'ai dit, pourquoi pas Boehringer Ingelheim, c'est One Health, c'est autant santé animale que santé humaine. Et en pharmacovigilance, on a déjà créé des ponts avec nos collègues de la PV santé animale. Je me dis, pourquoi pas mes enfants sont ingénieurs, donc un plutôt tourné vers l'agronomie, l'autre pas du tout. Bon, ça, c'est pas fait. Et je suis arrivée avec beaucoup de chance, finalement. Je le dis avant de dire le nom de son institut, chez Hélène Virwega, qui a créé l'Institut Equiforia. Et je peux vous dire que j'ai vécu une expérience extraordinaire. Donc, j'ai été préparée, parce que c'est une rupture, mais vous ne pouvez pas imaginer, émotionnelle, incroyable. Et je ne comprenais pas pourquoi on avait des séances de thérapie collective. Enfin bon, moi qui suis pharmacien, scientifique, etc., je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de... Mais je peux vous dire que quand vous débarquez pour 15 jours au mois d'août, après le 15 août, à la Canourgue, perdu en Lozère, même au village, ils ne savaient pas où se trouvait le centre. Je me suis dit, Aude, qu'est-ce que tu es venue faire là ? Et voilà, je suis arrivée dans cet institut. Donc Hélène, elle porte, comme vous l'avez tous, une énergie. Enfin, je veux dire, elle défend l'hypothérapie au bénéfice de personnes handicapées qui arrivent complètement désarticulées. Et au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, vous voyez ces enfants qui arrivent à se redresser sur le cheval. Elle est près d'eux, ils retrouvent le sourire. Enfin, je veux dire, on a vécu des moments incroyables. Mais qu'une personne... Alors ça, si vous n'allez pas le vivre, et je pense que le programme In Residence, il est fait pour ça aussi. Enfin, moi, il fallait que j'y aille. Là, vous oubliez les iPhones, vous oubliez vos tablettes. Vous êtes là avec le cheval, le patient, l'équipe, et tout le monde est au même niveau. Donc... ça m'a vraiment... on est dans autre chose, quoi. On est dans autre chose, et cette femme-là, elle y croit, il y a des résultats. Donc le problème des résultats aujourd'hui, c'est un peu comme avec la plante l'Artemisia, c'est qu'il n'y a pas de données scientifiques pour démontrer les bénéfices de l'hypothérapie. Donc, qui est-ce qui va rembourser les séjours c'est à peu près 2 fois, 3 fois par an que les patients viennent. Les mutuelles, il faut les démarcher. Donc, c'est là que j'ai compris que derrière... Alors là, je vous dis, ça a été... je suis passée de Paris à... Enfin, Paris, j'avais même pas Paris, mais pendant une semaine, elle m'a dit, Aude, là, tu oublies tout. Ça va être dur pour toi, mais c'est normal. Et elle m'a dit, tu vas pleurer, et j'ai pleuré, parce que c'est tellement fort émotionnellement.
Donc après, moi, donc il fallait que je voie, il fallait que je participe à ça. Donc on avait souvent 2 patients le matin, 2 patients l'après-midi, et puis il y avait les chevaux. Donc ils ont une cavalerie d'une 15aine de chevaux. Donc ils ont compris que j'étais pas trop pour m'occuper des chevaux, mais Hélène, cet institut, c'est pas un centre équestre, c'est propre comme ici. Et c'est-à-dire que vous êtes là, les chevaux, c'est nettoyé en permanence, on accueille la famille, on accueille le patient, il y a vraiment une préparation. Après, une fois qu'il est descendu de cheval, il y a toute une installation qui va autour. Vous allez dans le manège, c'est zen. Mais cette femme-là, Hélène, enfin, elle a appris ça aux États-Unis. Elle comprend les chevaux. Elle est thérapeute des chevaux, thérapeute des humains. Et le problème, c'est incroyable, incroyable. Le problème derrière, on en parlait tout à l'heure, c'est l'après Hélène. Et ça, on l'a évoqué parce que une passion comme ça, donc elle a mis en place un modèle avec son mari parce que financièrement, il faut que ça tienne la route. Tout ça, je l'ai découvert. C'est pas, moi, je pensais que l'entrepreneuriat social, c'était un peu le bénévolat. Mais c'est pas ça du tout. Là, elle a 16 personnes. Il y a une structure, il y a un manège, il y a des écuries. Donc, il faut que ça tourne. Et c'est tout ça que j'ai rencontré. Et c'est là où, après, quand on revient chez Boehringer, qu'on retrouve son équipe, etc., il faut vraiment... ça nous aide énormément. Et après, c'est pas tout le monde qui accepte de faire ça, mais je peux vous dire qu'on a à apprendre vraiment des uns des autres, parce que nous, on est dans nos cadres, avec nos schémas, etc. Si on veut innover, si on veut cranter, et c'est ce qu'ils nous demandent en entreprise aussi, il faut aller chercher les idées ailleurs, l'innovation ailleurs, et des entrepreneurs comme cela, il y a l'idée au départ, mais il y a... voilà, après, c'est pour des besoins, on va dire, sociaux, de santé, mais je pense que c'est vraiment complémentaire. Et je remercie encore mon laboratoire. C'est peut-être lié aux dirigeants que tu connais bien, Hubertus, là, von Brombach, et puis Jean Chelvis de Chosnock, que je connais aussi depuis de longue date, mais qui nous donne cette possibilité, parce que c'est pas évident. Oui, je comprends. Et surtout que je rentre à Reims. Je ne suis pas de Paris et je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour mon anniversaire aujourd'hui. Oui. On chante ? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Aude. Joyeux anniversaire. Là, on aura tout fait. Viva Choca. Je m'en souviendrai.